Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, la rencontre aura-t-elle lieu? C'est en tout cas le souhait affiché par le président ukrainien après le plan de paix proposé par Pékin pour mettre fin à la guerre. La Chine, alliée de la Russie, peut-elle vraiment jouer un rôle de médiateur? On va en parler ce soir avec notre invité Marie Holzmann. Bonsoir, soyez la bienvenue. Vous êtes sinologue, spécialiste de la Chine contemporaine et avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Et pour commencer, une image, non pas Vladimir Poutine en Chine, mais plutôt le grand allié de Vladimir Poutine, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Marie Holzmann, pourquoi nous avons choisi de vous montrer cette image? Parce qu'elle continue de confirmer, si l'on peut dire, l'offensive diplomatique chinoise, un peu plus d'un an après l'invasion russe de l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est très intéressant. Hein. Loukachenko n'est pas venu en Chine depuis 2016, donc il vient maintenant. Mais au mois de février, on a eu la première visite du président iranien en Chine. Autrement dit, si on utilise l'expression les États parias, les Chinois sont en train de recevoir, avec beaucoup de cérémonie et de chaleur, les dirigeants des grands États parias qui, évidemment, soutiennent Moscou et Poutine. Pourquoi ce plan de paix proposé par la Chine le jour anniversaire de l'invasion russe de l'Ukraine? Peut-être que Xi Jinping pense qu'il aura le prix Nobel de la paix s'il sort quelque chose comme ça. Vous y croyez? Pas une seconde. Pas une seconde. Pour plusieurs raisons. La première, il n'a apparemment consulté aucun des personnages autour de lui. Il a sorti un plan en 12 points qu'il n'a pas mis au point ni avec Poutine ni avec Zelensky. Je ne pense pas qu'il les ait consultés non plus. Et puis, il ne sort qu'une série de platitudes. Je veux dire, la paix est préférable à la guerre. Il ne faut pas utiliser l'arme atomique. On va voir justement. On ne vous a pas sélectionné les 12, mais c'est vrai que, comme vous le dites, c'est du grand classique. Hein. C'est le feu quand on propose un plan de paix, forcément. Éviter toute attaque contre des civils, préserver la sécurité des centrales nucléaires, reprendre le dialogue. On va en décliner quelques autres juste après. Mais la Chine, son but, c'est quoi? C'est de montrer son rang de grande puissance tout de même? La Chine joue un jeu très difficile, hein, parce que elle se déclare pratiquement ouvertement contre les États-Unis, en tout cas contre le système démocratique, mais d'un autre côté, la Chine commerce avec les États-Unis et vice-versa. Enfin, les deux économies sont quand même très très liées. Imaginez comment est-ce qu'on fabriquait les iPads s'il n'y avait pas les centaines de milliers d'ouvriers chinois qui les fabriquent pour pas cher dans le Henan. Donc il y a énormément d'éléments qui rendent les Américains très nerveux. En Chine, vous avez plusieurs milliers de Starbucks, plusieurs milliers de McDonald's, Walmart est très très présent. C'est pas simple. Donc la Chine veut montrer justement qu'elle est facilitatrice, si l'on peut dire, mais vous, ce rôle de médiatrice, vous n'y croyez pas? Pas une seconde. C'est évident. Poutine a besoin de la Chine a besoin de Poutine, c'est clair. Les deux sont dans un même combat contre les valeurs occidentales et Xi Jinping n'est pas un affectif. Le seul personnage pour lequel il a dit c'est mon grand ami, c'est Poutine, depuis le début. Est-ce qu'il peut dire oui à la main tendue, si on peut le dire ainsi, de Volodymyr Zelensky? Parce que pour le coup, lui, il veut le rencontrer. Non, Zelensky est intelligent. Il veut montrer que Xi Jinping ne pense pas ce qu'il écrit. Évidemment que Xi Jinping n'ira pas en Ukraine. Hein. Donc, puisqu'il propose un plan de paix, très bien, venez et discutons-en. Et là, Xi Jinping, il est un peu embêté. Mais il est possible qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Bon, Wang Yi va passer, il va parler de 3 choses. Mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Il y a notamment, dans ce plan de paix aussi, la prise en compte des légitimes intérêts sécuritaires de tous. C'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de chacun. Tout dépend si la Chine considère que les régions annexées et occupées, comme le Donbass et la Crimée, font partie ou non, comme le dit la Russie, historiquement de son espace et de son périmètre. Slimane, plus d'un an après le début de cette guerre, il y a donc ce géant asiatique qui arrive et qui propose ce plan de paix. Mais ce qui est frappant, contrairement d'ailleurs à ce que disent les uns les autres, c'est que la Chine n'a jamais officiellement, je parle sous votre contrôle, ni validé l'invasion russe de l'Ukraine, ni critiqué, ni validé en fait. C'est toute l'ambiguïté de sa position. Ni condamné, ni soutenu, pour être précis, pardonnez-moi. Voilà, c'est ça. Ni condamné, ni soutenu, je cherchais le mot. Oui, mais c'est toute l'ambiguïté de sa position et de la nature de son régime. Rappelez-vous,
dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le sursaut des pays européens et des États-Unis de défendre l'Ukraine, beaucoup d'éditorialistes ont dit c'est une leçon indirecte que nous sommes en train de donner aux Chinois, que si jamais ils envahissent Taïwan, ils auront à faire face au même sursaut occidental, y compris militaire. Donc les Chinois se sont sentis d'une certaine manière visés directement, comme si le conflit ukrainien était une répétition de ce qui pourrait leur arriver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la conférence de sécurité de Munich, qui a eu lieu le 17 février, c'est un rendez-vous annuel sur la sécurité internationale qui a été créé en Allemagne il y a 60 ans. Et cette année, les Chinois ont été invités. Avec Wang Li, qui a cité notamment... Exactement. Ont été invités à se prononcer. Ils sont venus, et alors, sans avoir froid aux yeux, ils se sont livrés à une attaque en règle contre ce qu'ils appellent l'hégémonie américaine, le fait que les États-Unis aient détruit les ballons supposés espions qui survolaient leur territoire. Et donc leur position n'est pas seulement une position de vouloir jouer les bons offices, et alors là on n'est pas obligé effectivement de les croire, mais ils sont quand même arrivés dans un pays dont ils sont les premiers fournisseurs et le premier acheteur. Il y a 35 000 entreprises allemandes en Chine. L'Allemagne a délocalisé la fine fleur de son industrie automobile, et 12% du PIB allemand vient de la Chine. Donc la Chine vient en tant qu'allié puissant, en premier partenaire de l'Allemagne, et en même temps comme allié politique de la Russie. Alors justement, Marie Holzmann, est-ce que la Chine ne joue pas la carte européenne ? Ah non, la Chine n'a jamais joué la carte européenne. La Chine essaye toujours de semer la zizanie en Europe. Donc elle peut jouer la carte allemande contre l'Italie, contre la France, contre Bruxelles, etc. Non, elle va pas jouer. D'ailleurs, il y a la Hongrie, par exemple. Et on sait que la Hongrie, la Hongrie soutient la Chine à peu près inconditionnellement. Mais pendant la guerre froide, l'Occident, rappelez-vous, avait joué la Chine contre l'Union soviétique. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le contraire. C'est la Russie qui joue la Chine. Vous êtes d'accord, contre Marie Holzmann ? l'Occident. Ah mais tout à fait, c'est vrai. Alors, il y a beaucoup d'accusations de la part des États-Unis. Le chef de la CIA, William Burns, qui se dit convaincu que la Chine envisage d'envoyer des armes à la Russie. Pékin dénonce des fausses informations. Le chef du renseignement ukrainien lui-même ne voit pas la Chine livrer des armes à la Russie. Qui croire ? Là... Parce que les Américains, on ne peut pas dire non plus qu'ils jouent la carte de l'apaisement face à la Chine dans ce dossier. Non, on ne sait pas. Il faut dire les choses comme on ne sait pas. Mais la Russie a désespérément besoin de munitions. La Chine peut fabriquer des centaines de milliers de tout ce que vous voulez, des balles. Mais elle vend déjà des armes à la Russie. Et elle peut les emmener discrètement dans des wagons et les apporter aux Russes. Je pense qu'elle le fait. Et je pense qu'elle va continuer à le faire. Là, il s'agit de drones. Il paraît que les drones chinois sont encore plus performants que les drones iraniens. Et en fait, ils ont déjà livré des drones au groupe Wagner. Donc, pas sur le terrain. Mais comment tirez-vous ces informations, Marie Holzmann ? Est-ce qu'on le sait vraiment, ça ? Au groupe Wagner en Afrique, pas en Russie. S'agissant de la Chine, non. Là encore, il y a d'ailleurs des accusations de SpaceT, une société chinoise basée au Luxembourg, qui fournirait des informations via satellite à la Chine, sauf que le journal Télégraphe dit qu'il y a aucun lien apparemment entre cette société et donc le régime chinois officiellement. Slimane, vous êtes intéressé à une théorie dont on parle rarement depuis le début de ce conflit. Si je vous dis Mackinder, ça vous dit quelque chose, le père fondateur de la géopolitique. On va voir la carte, Slimane. Vous avez décidé de nous parler de ce qu'on appelle le Heartland. De quoi s'agit-il ? Oui, il me semble utile de revenir dessus parce que c'est une grille de lecture des relations internationales qui est toujours enseignée dans les états-majors anglo-saxons. De quoi s'agit-il ? Mackinder est un géographe anglais, c'était le père de la géopolitique moderne, qui au début du XXe siècle avait fait cette théorie que la masse territoriale du continent eurasiatique, qui fait 54 millions de kilomètres carrés, était donc le tiers des terres émergées. Que dans le cœur du monde, il y a la moitié, les 2 tiers de la population humaine, 50% des ressources, et donc c'est la région la plus riche. Et que celui qui contrôle le centre de ce Heartland, de ce cœur, contrôlerait le monde.
Or, à l'époque, au début du siècle, du XXe siècle, c'était l'Empire russe qui occupait cette zone. Et ensuite, c'est l'Union soviétique. Et aujourd'hui? Et maintenant, si on additionne, si on table sur une alliance Chine-Russie, cela ferait 26 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la moitié du continent eurasiatique, un cinquième de la population mondiale et une autonomie totale dans les hydrocarbures, le gaz, les matières premières. Bref, ce serait une puissance extraordinaire, sauf que l'alliance de la Russie et de la Chine n'est pas dans un but militaire. Elle est surtout, peut-être essentiellement, dans la dédollarisation de l'économie du monde. Ouais. C'est-à-dire enlever le dollar et le remplacer par des monnaies nationales. Ouais. Sur cette question, est-ce que, selon vous, la Chine et la Russie tentent un front anti-occidental aujourd'hui? Ah oui, je pense. Là, on assiste à un vrai front anti-occidental. Xi Jinping l'a dit en 2000, je crois que c'était 2014. Il y avait les 7 sujets dont on n'a pas le droit de parler. Le pouvoir, le gouvernement constitutionnel, la démocratie, le droit, enfin tout ce que vous voulez, les droits de l'homme. Il l'a dit noir sur blanc. Et d'ailleurs, depuis, la situation des droits de l'homme, la situation du respect du bon fonctionnement de la société en Chine n'a pas cessé de se dégrader. Dernière question, est-ce que la résistance ukrainienne peut freiner certaines velléités chinoises, notamment concernant Taïwan, qu'a cité Slimane tout à l'heure? Moi, je pense que les deux ne sont pas liés, parce que de toute façon, Xi Jinping a annoncé qu'avant 2027, il n'était pas sûr de gagner la guerre. Les dictateurs annoncent souvent les choses assez clairement. Ils disent en 2026, on doit être bon, nos armées seront prêtes, etc. Donc mais regardez, ça fait loin. Marie-Hélène, si on est factuel, quoi qu'on en pense, il y a ce plan de paix, alors qu'on a une Nancy Pelosi, l'ex-présidente de la Chambre, qui est allée à Taïwan, alors même que les États-Unis ne reconnaissent pas Taïwan indépendant, mais reconnaissent une seule Chine. Donc, quelque part, il y a aussi une façon de répondre aux États-Unis en disant nous, on est pacifique et vous mettez de l'huile sur le feu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils ont dit l'OTAN provoque la Russie et Nancy Pelosi provoque la Chine. Ils ont dit c'est le même schéma. Ouais. On peut dire ça comme ça. On peut aussi dire que les alliés défendent leurs amis. Les Américains défendent les Taïwanais. Mais l'attaque contre Taïwan, je pense que c'est autre chose. Je pense que les Chinois ne se comporteraient pas du tout de la même façon. Peut-être qu'ils iraient bombarder, mais s'ils bombardent, ce sera en 2 jours et ils seront sûrs de gagner. Sinon, ils n'iront pas, ils ne le feront pas. Oui, on avait dit la même chose pour la Russie en Ukraine, mais bon, comparaison n'est pas raison. Oui, mais là, les Chinois savent qu'ils auront contre eux le Japon, l'Australie, l'Indonésie, enfin pratiquement les Américains. C'est beaucoup plus risqué quand même pour eux. Et c'est moins risqué par contre de lancer la construction d'un ordre international alternatif. Absolument. Avec le BRICS et les Russes. Les Chinois le font avec le BRICS. C'est-à-dire un Internet alternatif, un SWIFT alternatif. La coopération de Shanghai. Justement. Oui. La coopération de Shanghai. Oui. Au début, c'était 5 grands pays de l'Asie centrale, mais maintenant, ça va jusqu'à l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'allié des États-Unis. Un nouvel ordre se dessine dans l'échiquier mondial. Merci beaucoup, Marie Holzmann, sinologue, de votre éclairage. Merci également, Slimane, d'avoir été avec nous.